Merci à toutes et à tous d'être présents pour aborder ce débat, cette table ronde autour d'un sujet crucial, revenu, statut des artistes. Alors vous savez, rien n'est jamais acquis. Et c'est toujours très intéressant de lire les médias d'extrême droite. Alors vous le savez sans doute, le JDD, racheté par Vincent Bolloré, a sorti un hebdomadaire, JD News. Alors dans le JD News de cette semaine, vous avez une chronique de Philippe de Villiers, un article sur le voile, je vous en passe, mais vous avez aussi un article sur l'intermittence du spectacle. Et j'ai envie de vous lire un extrait parce que c'est quand même dans le JDD que, par exemple, Michel Barnier a donné il y a quelques jours un entretien exclusif. Les premières confidences de Michel Barnier, c'était au JDD. Donc c'est un journal d'extrême droite, mais qui compte dans l'échiquier politique. Et qu'est-ce qu'ils disent de l'intermittence du spectacle dans le JD News? Ceci: les intermittents du spectacle ne sont-ils pas un peu trop gâtés? Un recalibrage du régime des artistes serait utile, d'autant que le décalage entre les allocations qui leur sont versées et le montant de leur cotisation creuse le déficit de l'UNEDIC qui gère le régime. Alors c'est intéressant parce que quand vous avez écrit ça noir sur blanc dans un journal qui est directement lu notamment par l'exécutif, évidemment, ça interpelle. Alors ça interpelle d'autant plus que, évidemment, on va parler revenus et statut des artistes. Alors pas que des intermittents, bien sûr, parce qu'on va le comprendre dans quelques instants. Évidemment, il y a pléthore de statuts, pléthore évidemment de profils artistiques, vous le savez, et vous en êtes notamment les témoins aujourd'hui. Alors pour aborder cette question, une grande chance d'être entouré autour de moi. Alors je commence par Delphine Blanc, qui est altiste et docteur en sociologie, un magnifique double profil, et qui a sorti un bouquin absolument génial. Elle était associée à l'EHESS, et Delphine a sorti un livre génial. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous devez vous le procurer. Ça s'appelle L'accord parfait, mais avec un point d'interrogation, sinon ce serait un peu nord-coréen, dans les coulisses des orchestres de musique classique. Et Delphine nous plonge dans ce milieu qu'elle connaît bien comme altiste et avec son regard de sociologue. C'est paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Aurélien, qu'on retrouve, Aurélien Catin, qui est membre du collectif La Buse et Réseau Salariat, association d'éducation populaire, et qui lui aussi a sorti un livre que je vous conseille énormément, Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique, aux éditions Riot, et aussi l'auteur d'un article à lire dans Le Monde diplomatique il y a quelques années, mais qui est très intéressant sur le sujet. À ma droite, Stéphanie Lecam, merci d'être avec nous. Jury spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. Vous êtes maître de conférence et directrice même de l'Institut des sciences sociales à Rennes 2 et directrice générale de la Ligue des auteurs. Vous aussi, vous êtes auteur, de l'auteur professionnel, où là, on voit toute cette zone grise dans laquelle se trouvent les auteurs. On en parlera dans quelques instants. Et on finit avec Julien Malocena. Merci d'être avec nous. Vous êtes compositeur, Julien. Vous enseignez aussi la guitare, je crois, si je ne me trompe pas. Et vous êtes vice-président du SMC. C'est le syndicat des compositeurs et compositrices de musique contemporaine. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Et alors, on va commencer déjà avant de parler des pistes, de comment on pourrait rêver un statut des artistes et ainsi de suite, mais de faire un peu un état des lieux de la situation actuelle et voir déjà, je pense, cette diversité des professions artistiques qui rend d'ailleurs d'autant plus complexe et fait de cela presque un défi d'aller vers, de parler de ce statut, entre guillemets, commun. Déjà, on va commencer, parce qu'évidemment, vous êtes nombreux à être présents du champ musical ici, avec déjà une particularité dans le spectacle vivant, et notamment en particulier dans la musique, c'est ce côté à la fois permanence et intermittence. Et là, je me retourne vers toi, Delphine, parce que justement, tu parles dans ton livre des orchestres, mais dans les orchestres, il y a des réalités de travail, de statut, de revenus aussi, on en parlera, mais de statut en tout cas déjà très différents. Peut-être déjà un mot là-dessus entre cette opposition qu'on a parfois vue entre permanence et intermittence. C'est vache de commencer avec moi, je t'avais dit surtout pas. Merci. Merci en tout cas de me donner ainsi la parole. Oui, en fait, c'est vrai que quand j'ai vu, je me suis dit mince, quand j'ai vu le thème de cette table ronde, je me suis dit mince, c'est Pierre-Michel Minguer qu'il fallait contacter, Louis. Le travail créateur, voilà, la gestion de l'incertitude, c'était lui en fait. Mais donc, je vais essayer de me faire le relais de cette parole. Et notamment, effectivement, moi, je suis dans cette mouvance-là, d'avoir essayé d'observer justement les différences de statut en ce qui concerne en tout cas quelque chose que je connais bien, donc les musiciens d'orchestre. Et donc voilà, on est dans un champ extrêmement circonscrit, que je pense beaucoup de personnes connaissent déjà ici, mais que je peux toujours rappeler. Effectivement, moi, mon travail,
la question était d'observer justement comment, d'un côté, on a des musiciens freelance qui sont les musiciens qu'on rencontre le plus lors de ces 3 journées, évidemment ici de New Deal, et qui sont ceux qui se retrouvent dans la FEVIS. Enfin, on parle des ensembles, mais donc moi je parle plutôt, j'ai parlé des ensembles, mais aussi évidemment des individus qui les composent, musiciens, administrateurs, voilà, c'était aussi mon point de vue d'observer toujours comment tous ces gens travaillent ensemble. Puisque avant, quand on parlait des orchestres, on parlait que des artistes, et donc voilà, le but c'est aussi de regarder comment tous ces gens collaborent et coopèrent. Et donc, on a d'un côté ces musiciens freelance qui, eux, sont dans le but, c'est de gérer l'insécurité. Comment gérer l'insécurité? Alors, et la particularité avec en face des musiciens, les musiciens d'orchestre permanents qui, eux, doivent gérer leur routine. Donc, personne n'est jamais content. Et c'était après le but, c'était d'observer justement comment aussi la question de l'engagement artistique peut être corrélée. Enfin, ma question, c'était est-ce que l'engagement artistique est corrélé à l'engagement contractuel. De fait, je voyais qu'il y avait quelque chose qui en effet se jouait avec ça. Bon, après, je ne sais pas si on peut après pas partir là-dessus, mais une fois encore, je vous recommande vraiment les ouvrages pour ceux que ça intéresse. Je suis aussi là pour faire le relais de ce genre de choses, des sociologues qui ont pu travailler là-dessus. D'ailleurs, Pierre-François, dont nous avons pu entendre les résultats de l'étude hier. Je ne sais pas si certains parmi vous étaient là hier soir. C'était éminemment intéressant parce que, comme le disait d'ailleurs Pierre, un petit peu contre-intuitif, il était un peu gêné avec ça, mais bon, voilà, les statistiques étaient quand même très intéressantes à observer. Et Pierre a fait sa thèse chez Pierre-Michel Minguer, dont je vous recommande chaleureusement Le Travail, donc sur le travail créateur et la gestion de l'incertitude. Après, en effet, on va pouvoir observer. Moi voilà, j'ai cette lumière par rapport aux musiciens d'orchestre et ce champ-là, et j'espère pouvoir apporter après mon regard sur parce que comme je dis toujours, moi en revanche, je ne suis pas une créatrice. C'était un de mes professeurs, Jean-Philippe Basseur, qui disait ça, tu sais, on n'est que des manutentionnaires. Donc je ne suis qu'une manutentionnaire. Mais justement, ça rentre aussi en ligne de compte. Comment on gère ça au bout d'un certain moment, le fait de se rendre compte quand on est artiste-interprète, justement, je le vois bien. Et ça, que ce soit du côté des musiciens, des ensembles spécialisés, que des orchestres permanents, au fur et à mesure que la carrière avance, la gestion justement aussi de comment se réapproprier une véritable parole artistique. Parce qu'au départ, ce n'était pas tout à fait dans le contrat quand même quand on est au conservatoire. On se dit quand même qu'on va être artiste. On peut discuter de cette notion de qu'est-ce que c'est qu'un artiste. Beaucoup de musiciens d'orchestre essayent de se replier petit à petit sur plutôt pour essayer de survivre et de ne pas devenir fou, de se dire en fait je suis qu'un artisan, et on encaisse mieux comme ça du coup le fait d'être un petit peu dépossédé d'une prérogative plus artistique. Donc ça aussi, ça peut être des choses à interroger. Je ne sais pas si, bon, voilà, si ça peut entrer dans ligne de compte. Et ça fait penser effectivement même à tout musicienne ou musicien a déjà vécu cette expérience, ou artiste même très souvent à la fin d'un concert, une personne publique qui vient dire mais votre vrai métier, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui. Voilà, je pense que c'est quelque chose que voilà évidemment, et qui dit aussi beaucoup par rapport à la question du statut. En tout cas, c'est intéressant cette spécificité parce qu'elle est vraiment propre au chant musical classique, permanence, intermittence. Quand on voit dans le théâtre, il y a la comédie française où ils sont permanents, mais c'est une exception. C'est vraiment dans le spectacle vivant. C'est plus marginal. Oui. Voilà, c'est beaucoup plus marginal. Alors, quand on ouvre, et la musique de création et la musique contemporaine est bien présente à New Deal, et on va vite évidemment sur le travail des compositrices, des compositeurs. Et là, je me retourne vers vous, Julien, justement, par rapport, voilà, passage de micro, pour déjà cette question un peu de ce statut-là, parce que évidemment, là, on n'est plus dans le côté interprète, donc c'est évidemment d'autres régimes. La question d'être auteur, et on va très vite voir les différences entre droit social, droit d'auteur, voilà, toutes ces choses très complexes propres à ce statut. Mais déjà, vous, comment vous vivez d'être compositeur? J'ai dit, vous êtes aussi enseignant. Je pense que c'est assez intéressant, cette pluralité peut-être aussi d'activités. Et comment vous voyez cette question justement du statut? Alors, pour situer le cadre, donc moi je représente un syndicat qui est le syndicat français des compositeurs de musique contemporaine. Et donc ça représente des auteurs qui écrivent principalement une musique de plateau qui a vocation à alimenter le spectacle vivant, mais qui a aussi une forte dimension de recherche esthétique, d'exploration esthétique, et donc qui se trouve un petit peu entre l'économie prototypale et le spectacle vivant.
Et souvent, notre rémunération, elle provient principalement de commandes, donc qui va financer le processus de travail qui va partir du premier jour de composition jusqu'à la création. On reçoit aussi une rémunération par des systèmes de bourses, donc qui vont être des bourses de recherche ou des bourses de résidence. Et beaucoup d'entre nous, parmi les membres de notre syndicat, c'est 72%, ont un emploi à côté. Donc moi j'enseigne, ça correspond à la moitié d'entre nous, l'enseignement de la musique. On a aussi quelques personnes qui sont intermittents, assez faibles, mais 12%. Et donc, dans tout ça, Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre en étant juste compositeur aujourd'hui? Alors, il y a quelques élus, mais c'est extrêmement minoritaire. Et en plus, on a remarqué que chez les moins de 35 ans, c'était encore plus minoritaire. Donc en fait, on peut penser qu'il y a une dégradation de la situation. Et c'est assez facile à comprendre parce que on écrit une musique qui va être créée lors d'un concert. En général, la création va avoir lieu, si on a de chance, 2-3 fois la première année. Et puis, si on a encore de la chance, quelques fois après ça, dans les années qui vont suivre. Et puis, on va avoir peut-être une diffusion à la radio. Donc, on a très peu de droits d'auteur et c'est quelque chose qui est structurel. C'est quand même un métier qui repose beaucoup plus sur la rémunération du travail et qui ne peut pas en être autrement. Et ça fait ça une grosse différence avec les compositeurs de musique à l'image qui, eux, forcément, si on écrit de la musique pour une pub ou pour un film, on va bénéficier d'une large diffusion, en tout cas beaucoup plus large que 3 concerts, et qui va permettre de recevoir des droits d'auteur. Donc nous, comme le système est construit autour de l'idée du compositeur qui vit de son patrimoine et donc qui perçoit des droits d'auteur, et que là, ce n'est pas du tout adapté à notre réalité, forcément, on est tous, pour la plupart, 72% d'entre nous, amenés à devoir avoir un emploi annexe, quoi. C'est vraiment intéressant, effectivement, cette différence entre compositeur et compositeur de musique à l'image. Je pense que c'est une distinction très forte. Finalement, on a l'impression, le statut évidemment de compositeur, c'est celui d'auteur. Et il y a eu énormément de rapports de textes remis sur le statut d'auteur, on pense au rapport Racine notamment, et puis à d'autres, pour dire ça va pas, les auteurs vivent mal, on s'en sort pas. Finalement, on n'a pas l'impression que beaucoup de choses évoluent. Vous, dans votre texte notamment, vous dites, Stéphanie, qu'il y a vraiment, j'ai repris cette expression de zone grise entre droit d'auteur et droit social, et qu'en fait, l'auteur, il est un peu à cheval entre deux domaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et qui vraiment montre, je pense, toute la difficulté aujourd'hui de son statut et de sa vie ou sa survie même? Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire du droit de la propriété intellectuelle, parce que je pense que ça va... Alors, c'est fascinant, cela étant, mais en gros, pour faire simple, l'auteur a d'abord été saisi en tant que propriétaire de ses droits. Enfin, je vais vraiment faire très très court, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment son esprit qui est saisi par le droit en premier, par le droit d'auteur. Le droit d'auteur s'intéresse à l'esprit de l'auteur, absolument pas à son corps en tant que travailleur. Et donc, moi, j'ai défendu l'idée que, comme le droit de la propriété intellectuelle l'a saisi en premier, il imagine comme un espèce de génie au service de l'élévation du fonds commun des connaissances, un type comme ça, un petit peu dépourvu de... Enfin bref, c'est pas un humain en fait, hein, l'auteur. Hein, c'est un type qui n'a pas besoin de remplir le frigo. Il est plutôt génial, incarné comme ça. Et puis finalement, c'est seulement au titre d'années, mais qu'on compte plus, de revendications, que d'un seul coup, le droit social s'est intéressé aux auteurs. Et c'est finalement seulement il y a moins de 80 ans. Donc concrètement, il est bloqué, cet auteur, parce que c'est son esprit qui fait davantage l'objet d'une protection que son corps. Et aujourd'hui, quand il revendique la protection de son corps, il n'est pas pris au sérieux du tout, puisqu'on considère effectivement que ce n'est pas vraiment un métier, que c'est un loisir lettré qui ne doit pas être intéressé. Donc voilà, c'est vraiment une logique désintéressée qui incarne encore très très fortement l'activité de création. Et on a, Stéphanie, les mêmes statistiques à peu près que Julien disait pour les compositeurs, c'est-à-dire qu'ils ont un autre métier à côté. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont enseignants. Là aussi, on retrouve à peu près la même situation. Alors, il y a d'abord les chiffres qui nous disent évidemment que c'est compliqué d'en vivre, enfin en tout cas d'en faire une activité principale. Il n'empêche qu'on ne fait rien pour, parce que tant qu'on ne met pas d'argent sur le travail de création, forcément qu'on ne pourra pas en vivre. Je vais vous donner un exemple tout bête.
sur une centaine de projets d'écriture de scénarios ou de films, enfin pour des films, pour des séries, on en a seulement une vingtaine à peine qui fera l'objet d'une fabrication. C'est-à-dire que ceux-là feront l'objet d'une rémunération et les autres ne le seront pas rémunérés. Et donc on est quand même face à globalement une quantité astronomique de travaux de création qui sont complètement invisibilisés et qui sortent du champ des observations et des observatoires. Donc c'est ça qu'il faut interroger. Effectivement, on voit cette diversité de statuts. Alors, sans doute, ce serait très caricatural de montrer des intermittents favorisés face à des auteurs en difficulté. Et on voit qu'il y a évidemment beaucoup de zones peureuses, beaucoup de professions qui ne se retrouvent dans aucun statut. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans le programme du nouveau Front populaire, qui ne sera donc pas appliqué, il y avait une ligne où c'était écrit dans la rubrique culture, défendre et améliorer, parmi les préconisations, défendre et améliorer le régime des intermittents et aller vers la création d'un nouveau régime pour les artistes auteurs. Alors là, je me retourne vers toi, Aurélien, parce qu'effectivement, je pense que c'était une préconisation assez courte, mais qui met le doigt aujourd'hui sur une situation effectivement extrêmement difficile pour certaines et certains. Oui, bonjour déjà à la salle. Je ne suis pas sorti de la journée, donc j'ai l'impression d'être tombé du lit et de me retrouver devant un public, mais je vais me chauffer. Alors c'est une formule un peu sibylline dans le programme du nouveau Front populaire. Il se trouve que depuis quelques années, nous sommes un certain nombre d'organisations, de plus en plus nombreuses, à essayer de mettre d'équerre le statut des artistes interprètes qui se sont définis depuis très longtemps comme des travailleuses et des travailleurs, qui ont une histoire syndicale très forte, une histoire de conquête sociale, et de l'autre côté des créateurs et créatrices, un terme en vérité qui regroupe un ensemble de professions extrêmement divers. Je ne vais pas toutes les faire, mais il y en a 35, 40, quelque chose comme ça, dans tous les secteurs de l'art et de la culture. Donc on essaye de mettre d'équerre les deux statuts en quelque sorte, sachant que d'un côté on a un vrai statut qui est le statut de salarié, avec un régime d'assurance chômage, d'indemnisation du chômage qu'on appelle l'intermittence, et de l'autre côté on a quelque chose qui est un non-statut, et qui, comme l'a dit Stéphanie, comme elle a commencé à vous l'expliquer, est une espèce de bricolage entre différents régimes juridiques et différents régimes de reconnaissance de l'activité artistique. Je ne sais pas si je peux les détailler. Voilà, globalement, on ne peut pas dire voilà, le statut des artistes auteurs-autrices, ça n'existe pas, mais on peut le décrire par le type de rémunération que perçoivent l'ensemble des créateurs et créatrices. C'est à peu près partout pareil, dans la musique, dans les arts plastiques, dans le livre. La première rémunération, celle qu'a évoquée Stéphanie, c'est la rémunération historique, celle qui apparaît au moment de la Révolution française, c'est le droit d'auteur au sens strict. Je vends un livre, j'ai un pourcentage sur le prix de vente public, j'ai écrit une chanson, elle passe à la radio, la SACEM collecte une redevance et la distribue entre ses sociétaires, etc., etc. Donc là, je ne suis pas payé parce que je suis travailleur, je suis payé parce que j'ai fait un truc dans le passé, on ne sait pas trop quoi. À la limite, ce n'est pas la question. Ça m'a donné le droit d'être titulaire d'une œuvre de l'esprit. Et si cette œuvre, qui devient un patrimoine du coup, est exploitée sur un marché, je vais en tirer une rente, ce qu'on appelle communément les droits d'auteur, qui va venir peut-être compenser le fait que je n'ai pas été payé comme travailleur. C'est le bordel, ce truc. Deuxième mode de rémunération, il n'y en a que 3, ça va aller vite. Le deuxième mode de rémunération qui se développe de plus en plus pour les créateurs et créatrices, dans les arts plastiques que je fréquente beaucoup, c'est massif, c'est ce que j'appelle les honoraires. En tant qu'auteur-autrice, on va faire de plus en plus des factures. Si je vends une œuvre unique, comme plasticienne par exemple, je fais une facture. Si je fais une intervention en éducation artistique et culturelle, je fais une facture. Si je fais une conférence, je fais une facture. Donc là, on est dans le travail indépendant, où on est payé à la pièce ou à la tâche. Ce paiement à la performance, c'est le mode de rémunération typique dans le capitalisme. C'est le mode de rémunération de l'incertitude. Je suis payé à la performance marchande. Et enfin, le dernier mode, c'est celui qui vient compenser le fait que les deux premiers ne fonctionnent pas, ce sont les aides à la création. Comme ça ne marche pas globalement, comme c'est un système de très mauvais pour l'allocation des ressources entre les créateurs et créatrices, on va distribuer des aides, publiques ou privées, il y en a plus de 150 aujourd'hui, des aides à la création en France, et ça va venir pallier le fait que les deux premiers modes ne fonctionnent pas. Puis on va essayer de faire une boucle aussi. Les aides à la création sont censées nous permettre de faire des œuvres qui vont peut-être nous permettre de générer du droit d'auteur et de faire des prestations en honoraires, donc on essaye de faire une boucle comme ça. Le résultat, je termine là-dessus, c'est que d'après les statistiques du tout nouveau Observatoire des revenus des artistes auteurs-autrices, en 2021, 48% du revenu artistique global était concentré par les 3,4% des artistes auteurs qui gagnaient le plus. Et je le mets au masculin parce que c'est principalement des hommes.
Et on voit dans ce que tu disais, Aurélien, quelque chose que vous allez sans doute voir et qu'on constate de plus en plus dans la scène musicale, c'est le développement de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire de plus en plus, on demande de plus en plus à des musiciennes et musiciens la même chose, de facturer en auto-entrepreneur. Ça a été pointé notamment dans les dernières discussions sur l'intermittence du spectacle, que la part d'auto-entrepreneurs devenait de plus en plus importante et que là aussi, c'est évidemment quelque chose qui est imposé par le système capitaliste parce qu'on est dans une prestation qui malheureusement, évidemment, pour tout ce qui est des droits à la retraite et ainsi de suite, évidemment, fragilise les musiciennes et les musiciens. Mais je pense qu'effectivement, c'est un lien important. Alors, tu l'as rapidement dit, Aurélien, évidemment, par rapport pour le droit d'auteur, et notamment quand une musique, par exemple, va être diffusée sur les ondes, sur la radio. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit évidemment un développement technologique spectaculaire. On pense au streaming, mais aussi au NFT, bref, à toutes les mutations technologiques. Et se pose la question, évidemment, du fameux partage de la valeur. Est-ce que là aussi, ça précarise encore plus les artistes, ces mutations technologiques? Stéphanie ou Julien, peut-être par rapport à ça. Naturellement, c'est vrai que là, on voit avec l'intelligence artificielle un cataclysme. Et justement, la question se pose de ce filet de protection qu'il faut mettre en place impérativement pour aider les artistes, auteurs et autrices à surfer cette vague. C'est-à-dire que si je fais un pas de côté, le Parlement européen avait mis en place une réflexion autour du statut d'auteurice pour renforcer cela à propos de la crise Covid. Et sitôt remis de cette crise sanitaire sans précédent, on prend le cataclysme de l'intelligence artificielle. Alors, bon, certains voient ça comme un outil magique qui va nous permettre d'être beaucoup plus productifs, d'aller beaucoup plus vite, de faire plus de contenu. Moi, j'avoue que je ne suis pas technophobe, mais j'ai tendance à considérer que ça va sans doute aussi pousser à l'extrême les deux principaux mouvements qu'on voit depuis des années, c'est-à-dire une surproduction qui invisibilise le travail de création et une précarisation qui découle de la première conséquence. Et avec l'intelligence artificielle, par exemple, on risque de se retrouver avec des contenus synthétiques, des produits synthétiques qui vont empêcher de voir le travail des vrais humains. Et moi, j'ai peur de ça. Julien, c'est votre concurrent, effectivement, ces musiques synthétiques. Alors, si on parle d'intelligence artificielle, pour les compositeurs de musique contemporaine, on ne sera peut-être pas les premiers touchés, mais on finira par être touchés. Et surtout, il y a une énorme hypocrisie parce qu'en fait, le fonctionnement des intelligences artificielles, elles marchent avec les bases de données, donc avec la propriété intellectuelle d'autres artistes. Alors, il y a une espèce de jeu de mensonges parce qu'il existe, par exemple, j'ai un exemple très précis, il y a une plateforme dont j'ai oublié le nom qui permet de générer à partir d'un prompt des chansons et qui, normalement, légalement, n'a pas le droit d'aller chercher chez les artistes qui sont morts, qui sont pas morts dans les 70, enfin, il y a moins de 70 ans, quoi. Et quelqu'un a demandé à cette plateforme de générer une musique qui serait par un groupe imaginaire suédois de disco. Et en fait, il a eu le droit à une copie du groupe ABBA. Donc, ce qui est la preuve qu'ils vont directement s'alimenter chez la propriété intellectuelle des auteurs. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils vont pouvoir le faire beaucoup plus vite. En termes d'exploration esthétique, c'est assez faible. Alors, on peut imaginer par contre que ça puisse servir d'un outil. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement à rejeter, qui pour faire le basique peut-être pourrait nous permettre de faire gagner du temps et ensuite d'aller encore au-delà. Mais le problème, c'est que pour toute une part de l'industrie de la musique, il y a des gens qui vont être très contents d'avoir à payer plus du tout des artistes-auteurs et des artistes-auteurs qui vont trouver leur propriété intellectuelle totalement pillée. C'est une alliance effectivement technologie et ultralibéralisme qui se retrouvent évidemment liés. Alors là, on parlait de ce risque-là de l'intelligence artificielle, mais déjà quand on voit même les statistiques, et peut-être vous les avez vues, il commence à arriver les premières études sur le repli de l'activité artistique qui confirment les études qui ont été faites effectivement de la baisse de la voilure, c'est-à-dire moins de production, des productions un peu plus effectives et tout ça. On voit que, évidemment, là même, pour les intermittentes et les intermittents, ça peut devenir de plus en plus difficile. Toi, Delphine, là non plus sous la casquette chercheuse, mais peut-être plus sous la casquette musicienne, est-ce que tu sens
cette inquiétude? Est-ce que tu sens parmi tes collègues une inquiétude qu'il n'y avait pas forcément avant face à ce repli où on voit que la crise, ce n'était pas pendant le Covid, mais c'est davantage maintenant en termes de volume d'activité artistique? Oui, alors effectivement, là, c'est pas. Tu as raison de le préciser. Là, si je prends la parole, ce sera plus en tant que. Je n'ai fait aucune étude là-dessus et j'ai pas. Je vais prendre soin. J'ai pas du tout envie de virer discussion de comptoir. Mais bon, voilà. Là, je vais parler en tant qu'individu, en tant que musicienne. Je crois que c'était avec Louis une fois que j'en parlais récemment. Et en effet, je vois. Moi, ce que je ressens, mais une fois encore, je me méfie à prendre. Voilà, c'est mon ressenti. Une fois encore, à titre individuel. Et ce que je vois autour de moi, de mes collègues musiciens, c'est une peur immense. Je vois des gens terrifiés en ce moment autour de moi, c'est terrible, tout le monde est complètement... Je vois des gens qui sont désemparés en fait, qui savent plus, qui sont un peu perdus dans une société qui a l'air d'aller un petit peu plus vite qu'eux. Et en effet, avec peut-être un volume d'emploi, nous ce qu'on observe en tant qu'interprète, c'est des productions qui se fragmentent en fait, et qui sont plus brèves. Moi, par exemple, c'est ma boutade. Je dis toujours que là, vous voyez, par exemple, c'est les vacances. Pour moi, c'est pas du tout les vacances. J'ai les enfants, c'est horrible. Et mes vacances, normalement, c'était les tournées. Et alors, les tournées, maintenant, c'est plus du tout des vacances. Excusez-moi, je fais peut-être un peu. Je suis désolée. J'espère que je m'éloigne pas trop du sujet. Rattrape-moi vite aux branches si. Mais voilà, pour juste dire qu'en effet, on observe quelque chose qui. Parce que, pourquoi je dis que c'est plus des vacances? Parce que maintenant, quand on part en tournée, et donc, comme le rappelait une fois encore Pierre hier, les ensembles indépendants, on se repose essentiellement, c'est une économie de tournée. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait Olivier Pantéi qui disait oui, il y a tout à gagner à rester d'ailleurs dans cette économie de tournée, c'est votre spécificité, il ne faut pas trop vous sédentariser. Et oui, très bien, moi j'adore, j'aimais bien les tournées, mais il faut voir l'allure qu'on les tournait maintenant. C'est-à-dire que le terminal Charles de Gaulle, moi je ne le supporte plus, on y va à 5h du matin, hop, on va, je sais pas, à l'autre bout de l'Europe, on arrive à midi, y a pas on s'installe vite, évidemment hors de question d'aller poser sa valise, on va vite faire un raccord, qui en fait le raccord maintenant, comme il y a eu un temps de répétition qui a été rogné auparavant, puisqu'on fait le moins de répétitions possible, vite. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la 6e et la 8e de Beethoven en un jour de répétition. Vous avez intérêt à bien les avoir dans les doigts auparavant. Et donc, hop, on arrive. Donc, on est arrivé au Portugal, vite, hop, raccord qui a duré en fait plus de 2 heures. Et puis après, hop, on fait un concert. Et puis après, vite, on est tout décalé. Mais le lendemain matin, on repart à 6h du matin pour vite rentrer à Paris parce qu'on fait des stops à Paris pour minimiser les nuits de chambre d'hôtel. Voilà. Donc, quand vous êtes à Paris, vite, vous en profitez pour aller donner vos cours, vous occuper des enfants, etc. Et vous repartez le surlendemain pour une autre destination. Mais voilà. Tout ça pour dire que moi, je vois... Là encore, c'est marrant parce que j'y reviens aussi, alors c'est peut-être parce que ça me tenaille, mais aussi l'évolution de la carrière. Je vois des jeunes gens qui arrivent sur le marché. Alors eux, c'est encore plus simple, je ne sais pas comment ils vont faire. Et puis, des gens qui, eux, sont dans une perspective de comment on va terminer notre carrière, l'évolution aussi, on pourra peut-être en parler, l'évolution de la carrière pour les créateurs, aussi pour les compositeurs. Je ne sais pas comment ça se gère, en fait, cette histoire. Nous, en tout cas, j'ai que des gens autour de moi qui se demandent vraiment comment ils vont faire. Et quelque part, peut-être un piège. Alors, excusez-moi, je vais me faire l'avocat du diable. Parce que justement, le thème aujourd'hui de cette table ronde, c'est justement peut-être créer un statut, une sécurisation pour les créateurs. Et en tout cas, moi, ce que je vois dans mes collègues, c'est que c'est comme s'ils étaient pris au piège de cette sécurisation qu'ils ont pu avoir avec l'intermittence du spectacle. Attention, tout ça à prendre avec 1000 pincettes. Hein. Mais où maintenant, avec cette hyper spécialisation, en tout cas des interprètes, et où ils ne savent plus du tout comment sortir de ça, et ils n'ont plus les outils. C'est un ressenti. Une fois encore, je n'ai pas travaillé sur cette question, mais je me dis, en tout cas, une des clés aussi, et là maintenant, c'est mon nouveau sujet de recherche sur justement le CNSM, comment on va créer cette nouvelle génération d'artistes qui vont arriver sur le marché, leur donner le plus d'outils possible, parce qu'être ultra spécialisé comme on l'est maintenant, là je vois des gens juste paniquer parce qu'ils savent faire qu'une chose et ils ne voient pas l'issue de cela en fait. Je ne sais pas si j'étais complètement dans la chose. Complètement. Et là on sent, pour reprendre le terme que tu as utilisé, de peur immense et cette angoisse de carrière, d'évolution de carrière, d'une éventuelle retraite. Est-ce que la réponse à toutes ces angoisses, elle ne se trouve pas, Aurélien, dans le titre de ta tribune pour le monde diplomatique, pour plus de sécurité sociale dans la culture? Est-ce que c'est là la piste à développer?
Oui, alors ça c'est le premier niveau de lecture à la fois de ce que j'appelle la sécurité sociale de la culture, mais même de cette proposition de loi pour faire entrer donc les artistes auteurs autrices dans l'assurance chômage, qui est déjà bien avancé dans dans le parcours législatif. Euh, mais disons que moi ce que m'évoque ce que disait Delphine à l'instant, c'est que euh, nous subissons en fait. On subit le travail. Il y a des évolutions du travail artistique en l'occurrence qui ne sont pas de notre ressort, qui ne sont pas de notre fait. Il y a des grandes puissances économiques qui ne tirent pas toutes dans le même sens. Live Nation, les GAFA, je sais pas quoi, les grands mécènes de la Philharmonie, ils ne sont pas tous d'accord, ils font pas tous la même chose, mais en tout cas c'est eux qui décident de ce qu'on fait, c'est eux qui décident de la temporalité du travail, c'est eux qui décident de comment ça va se passer, les tournées maintenant, ou l'aménagement du territoire. Bon bah ça c'est pas. Et nous on subit. Voilà. Donc je pense que le grand sujet qui est derrière ce constat, mais qu'on pourrait faire dans quasiment tous les secteurs en vérité, c'est qu'il n'y a pas de démocratie dans le travail. Il n'y a pas de démocratie dans l'économie. À 18 ans, en France en tout cas, il y a un truc qui s'appelle la citoyenneté. On a le droit de voter, on a le droit d'être éligible, on a le droit d'éligibilité, on a le droit de passer des contrats. Et par contre, une fois qu'on franchit la porte du monde professionnel, on abandonne ses droits, on abandonne sa citoyenneté et on fait bah, comme il faut faire, quoi. Il faut bien bosser. Donc ça, c'est un constat qui est assez terrible. Et en fait, moi, derrière tout ça, je veux dire, dans les organisations qui accompagnent la proposition de loi pour la continuité de revenus des artistes auteurs, autrices, ou qui défendent le régime de l'intermittence, tout le monde n'est pas, est pas sur cette vision des choses. Mais pour moi, c'est le sujet du travail et de la maîtrise économique, la maîtrise collective sur l'économie qui transparaît en fait derrière toutes les difficultés qu'on rencontre. Et donc, pour moi, il y a un premier enjeu, un premier niveau de lecture qui est, oui, sécuriser le statut des personnes et faire passer au maximum le salaire du poste de travail ou de la performance à la personne. Ça, c'est un grand enjeu pour moi. Je suis un militant pour le salaire à vie, ce qu'on appelle le salaire à la qualification personnelle. Mais je crois que derrière tout ça, il y a la question de la démocratie dans l'économie, parce que sinon, on le voit avec les IA, par exemple. Je ne suis pas fondamentalement opposé à la technologie, aux évolutions technologiques, à ce qu'elle peut nous apporter. Mais par contre, quand l'IA est accaparée par quelques grandes puissances californiennes qui font des choses qu'on ne comprend pas et qui ne demanderont jamais notre avis pour les faire, alors là, on est potentiellement tous en danger. Voilà. Pour moi, c'est ça. Derrière la sécurité sociale, c'est l'idée de la démocratie sociale. Mais est-ce que la réponse, c'est une autogestion beaucoup plus forte du monde culturel? Si je reprends la métaphore de la sécurité sociale, on s'est bien créé par le Conseil national de la résistance. Et puis au début, juste évidemment, cette discussion entre les travailleurs et les patrons. L'État a voulu mettre son grain de sable. Et évidemment, on a vu la situation et comment, évidemment, aujourd'hui, la déliquescence. Est-ce que la réponse, c'est justement une autogestion plus forte des artistes en la matière? C'est finalement aux artistes, à toutes et à tous, de reprendre le pouvoir? C'est ça la... Oui, pas que des artistes, des travailleuses et travailleurs du secteur culturel. Alors, on le fait là où on est, c'est le secteur culturel, mais je crois que c'est un travail qui doit être fait dans tous les secteurs. Je ne vais pas expliquer en détail le projet de Sécu de la culture, mais je vais quand même vous montrer la couverture d'un bouquin qui vient de sortir et qui le détaille complètement. Il est un peu cher, il est à 15 euros. Pour une sécurité sociale de la culture aux éditions du Croquant. Voilà. Alors, désolé, il faut l'acheter. Mais par contre, dans mon livre, Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique, il y a la même chose en beaucoup plus court et beaucoup plus sommaire. Et là, le PDF est accessible sur le site de la maison d'édition. Riot gratuitement. Édition. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter mon livre. Même si c'est bien, il est à 10 euros seulement. Le principe, je ne vais pas expliquer comment fonctionnerait une sécurité sociale de la culture, il faut 20 minutes pour le faire correctement, mais en gros, c'est de s'appuyer sur ce qui a été fait pour la production de soins de santé. Et pour la production de soins de santé, à partir de la fin des années 50, on n'a pas fait appel au marché de capitaux, on n'est pas allé se mettre dans la main de grands apporteurs de capitaux ou de grands mécènes. On a fait un peu de crédit public via la Caisse des dépôts et consignations, un peu d'impôts via le ministère de la Santé, mais surtout, on a augmenté le taux de cotisation de sécurité sociale. Et c'est donc par ce salaire socialisé, parce que la cotisation, c'est une autre modalité du salaire, qu'on a fait les avances monétaires nécessaires pour créer tout l'appareil sanitaire public, les CHU, la transformation des dispensaires en hôpitaux locaux, etc., puis plus tard le conventionnement des médecins libéraux. On a fait tout ça par la cotisation sociale et pas par une avance en capital qui nous met dans la main des grandes puissances économiques. Et puis, on l'a fait sous gestion des travailleuses et travailleurs, puisque entre 47 à peu près et 67, on a une expérience massive de gestion du régime général de sécurité sociale par les représentants élus des salariés. Dans les caisses de sécu, à l'époque, il y a 75% de représentants des salariés. L'État conserve la main sur quelques trucs
pas mineurs, hein, comme la fixation du taux de cotisation, des choses comme ça. Mais en tout cas, on avait les représentants des salariés qui étaient aux manettes et qui décidaient en partie de l'attribution de ces énormes ressources, hein. Dès les années 60, c'est plus que le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Voilà, donc l'idée de la sécu de la culture, c'est de dire, regardons ce qu'on a fait à l'époque, et voyons si on ne peut pas étendre ce principe aussi du côté de la culture, ce qui marche assez bien dans des secteurs comme les nôtres, qui sont quand même des secteurs qui se revendiquent d'intérêt général. Alors, ça peut poser plus de questions dans des secteurs plus mercantiles, dont la production est, disons, dont l'utilité de la production est plus discutable, mais en tout cas, dans la culture, je crois que c'est quelque chose qu'on peut transposer assez facilement. Complètement. Tu l'évoquais juste avant, et évidemment tout ça découle, et je pense que c'est la même philosophie de pensée, l'idée du salaire à vie, cher à Bernard Friot. Vous, c'est justement des choses, ces réflexions-là, qui vous paraîtraient opportunes, voire même nécessaires aujourd'hui pour le statut, et là, peut-être plus spécifiquement des auteurs et des autrices. C'est un des axes, en tout cas, de ce statut idéal que j'imagine depuis des années que je travaille sur le sujet, mais effectivement, je l'intègre dans la réflexion qu'on mène, nous, à la Ligue des auteurs professionnels. Il y aurait l'idée, en tout cas, d'axes. La première chose, ce serait des relations individuelles, contractuelles, mieux équilibrées, parce que concrètement, quand on est un auteur et quand on est face à un diffuseur, on négocie pas grand-chose, hein. Vous signez, vous partez, mais vous n'avez pas voix au chapitre. Il y a aussi un autre axe, c'est les relations collectives, c'est-à-dire qui parle au nom des auteurs aujourd'hui. Ça, c'est un vrai problème. Pareil, ça nous prendrait 20 minutes d'expliquer, mais pour faire simple, globalement, le ministère de la Culture choisit les organisations. Bon, c'est un peu le fait du prince, quoi. Et puis, on se retrouve là avec des juristes qui représentent les auteurs, qui n'ont pas forcément le temps d'aller parler au nom des organisations qu'ils défendent, parce que le bénévolat, c'est... Voilà. Mais concrètement, ça ne fonctionne pas bien. On n'a pas d'élection professionnelle. Il y a plein de structures, on ne sait pas qui dit quoi et qui fait quoi. C'est compliqué. Le troisième axe, c'est la protection sociale. Il faut qu'elle soit efficace. Moi, j'inclus évidemment l'idée d'une rémunération continue dans cette protection sociale. Actuellement, si on fait juste une photographie de la façon dont ça fonctionne, en fait, ça dysfonctionne. Enfin, je ne sais pas si ici les gens sont au courant, mais l'AGSA, qui est l'ancien organisme de gestion de sécurité sociale des artistes, auteurs, autrices, n'a pas appelé une grosse partie d'entre eux à cotiser pour la vieillesse. Ça a été un véritable carnage administratif. C'est une maltraitance qui est insupportable Ils n'ont aujourd'hui. pas prélevé durant 40 ans, hein, c'est ça, hein. C'est terrible. Durant 40 ans, les Exactement. cotisations de 190 000 de ces assujettis. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est une espèce de... c'est la 2S2A qui est ni plus ni moins que une ex-AGSA qui essaye de fonctionner et qui dysfonctionne complètement. Et tout ça dure depuis 3 ans et ça devient insupportable. Et qui a même été condamné par le Clésio, hein, qui les a ouais, attaqués en justice pour les droits à la retraite, hein. Exactement. Et on y voit aussi dans ce fonctionnement des dénis de démocratie qui sont assez dingues. Mais bon, on pourra en rediscuter dans une autre table ronde. Puisque c'est toujours le même président, c'est ça, à la tête de la structure? Alors, c'était toujours le même directeur général, effectivement, qui finalement est parti. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup de dysfonctionnements là qui mériteraient bien d'être mis en lumière. Et puis, le quatrième axe, c'est important, c'est l'identité professionnelle. Moi, je crois que c'est pas parce que... enfin, on peut identifier des personnes dont c'est le travail, en fait. Vous voyez, moi, je suis universitaire. Je suis aussi autrice, mais quand, par exemple, j'ai eu à prendre mon congé maternité, j'ai pas eu de problème, parce que je suis universitaire. Et puis, j'aurai le droit à ma retraite, normalement. Mais en revanche, il y a beaucoup d'autrices dont le seul métier, c'est d'être autrice, et qui galèrent pour avoir les droits les plus élémentaires, et qui n'auront sans doute pas de retraite pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc, il faut identifier ce corps professionnel pour adapter, évidemment, une protection aux spécificités. Est-ce que cette question de l'identité professionnelle, Stéphanie, ça pourrait passer par un dispositif comme celui de la carte de presse pour les journalistes? On a réussi, d'ailleurs c'est intéressant parce que la carte de presse a été mise en place uniquement pour identifier celles et ceux qui en faisaient le métier pour renforcer leur protection. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et la crainte de souvent de ceux qui s'y opposent à l'identité professionnelle, c'est de ne pas en être. Il faut peut-être voir les choses un peu différemment, avoir une vision un peu plus inclusive et de se dire, comme en Belgique, hein, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe en Belgique, alors c'est pas à l'abri de la critique, hein, tout est perfectible, mais il y a une réflexion qui en ce moment est menée là-bas. Et donc, bon, on a une commission, hein, des gens éclairés qui vous disent, bah, lui, il est un artiste, lui, il n'en est pas un. Donc, bon, bref, c'est sûr que ce n'est pas parfait. Mais n'empêche que c'est pour renforcer la protection de celles et ceux qui créent, qui font ce travail-là.
Vous disiez Stéphanie à l'instant sur cette problématique, notamment sur ce qui s'est passé à l'AGSA. On peut le voir aussi pour celles et ceux peut-être qui étaient plus concernés par des structures qui nous concernent plus, comme les congés spectacles. Vous avez peut-être vu notamment que les musiciens étrangers qui devaient avoir des congés spectacles, normalement, ne les demandaient jamais. Où sont-ils allés, n'est-ce pas? Ça fait évidemment, c'est l'une parmi d'autres des problématiques de ces organisations, mais qui aujourd'hui, en tout cas, sont très ciblées. La Cour des comptes enquête actuellement sur la gestion de la retraite des artistes-auteurs. Donc voilà, c'est effectivement un sujet plus que jamais d'actualité. Alors, j'avais envie de me tourner là vers justement Julien, parce qu'il y avait une question très intéressante soulevée juste avant par Delphine, qui disait, mais la retraite, est-ce que finalement, comment la carrière évolue? Elle s'est tournée vers toi en disant, mais comment on évolue? Est-ce qu'on continue à être compositeur toute sa vie? Et un peu, finalement, est-ce qu'il y a effectivement une angoisse un petit peu là-dessus aussi dans l'évolution de la carrière? Parce qu'on parle évidemment statut, revenu, et qui dit ça dit évidemment l'évolution de la carrière. Comme la question était un peu dirigée vers le compositeur, on a la chance d'en avoir un. Comment on voit effectivement cette problématique? Et est-ce que c'en est une? Alors, c'est une vraie problématique. Il y a une large partie, on a fait une enquête et concernant, on s'est rendu compte que concernant les moins de 35 ans, donc les plus jeunes, il y a une grande partie qui envisage même de changer de métier. On a 24% qui est en dessous du seuil de pauvreté. Là, on parle pour les revenus globaux, on ne parle pas que sur les revenus artistiques. Donc sur les revenus artistiques, c'est encore pire. Il faut savoir que pour la population française, c'est 14% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est particulièrement important chez nous. Et aussi, on a beaucoup de gens qui n'ont pas accès qui ont des ennuis de santé, qui n'ont pas accès à des mutuelles. Enfin, dans des situations très compliquées. On a, je crois, je ne sais pas où j'ai ces chiffres-là, mais on a une grosse partie d'entre nous qui ont eu des difficultés d'argent sur l'année 2023, qui ont eu des problèmes médicaux, donc psychosociaux, des choses comme ça. Donc il y a tout un cas, et ils ne pensent pas du tout à la retraite en réalité. En fait, enfin, ils pensent, pour ceux qui ont un métier annexe, ils pensent à la retraite, et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que la GSA a pu bénéficier de ce flou. C'est que pour beaucoup d'artistes, la retraite par rapport à son activité artistique, c'est quelque chose de, on n'est pas sûr d'où ça va venir, voilà. Et alors pour répondre à l'autre question, oui, alors c'est peut-être une chance, comme c'est un métier intellectuel, on est capable de le faire jusque très tard. Donc après, c'est au choix de chacun. Certains décident d'arrêter rarement à 64 ans, mais d'arrêter à un certain, quand ils le décident. Donc oui, il y a aussi peut-être des gens qui rêvent qu'un jour ils réussiront suffisamment pour pouvoir vivre de leur patrimoine, donc de leurs droits d'auteur, et donc finalement la retraite, voilà. Mais c'est une grande spéculation sur l'avenir. Vous en souvenez peut-être, dans une campagne présidentielle passée, un certain Benoît Hamon avait proposé le revenu universel. En cherchant rapidement, on voyait que le revenu universel s'était défendu à la fois par des anarchistes et des ultralibéraux. Là, j'ai envie de me tourner vers toi, Aurélien, par rapport à cette question du revenu universel, et de voir si effectivement c'est quelque chose qui pourrait être pris en compte et qui pourrait apporter des solutions pour le milieu culturel, ou bien tu es plutôt de l'idée de se dire c'est vraiment une mesure plutôt en fait ultralibérale? Elle est tout ça à la fois. Une rémunération comme droit de la personne, ça c'est absolument fondamental. Je pense que si on veut sortir de nos petits tracas économiques et sociaux, il va falloir penser très sérieusement à aller vers ce nouveau statut du travailleur et de la travailleuse. En revanche, si c'est juste donner, disons, un filet de sécurité minimum de 500, 600, 800 euros à, on va dire, économie inchangée et droit économique des personnes inchangées, c'est pas la peine. Parce que ça va donner encore plus de prétexte à une dérégulation du marché de l'emploi, à une dérégulation du marché de biens et services pour les indépendants. Puis on dira, après tout, vous avez vos 800 balles qui sont assurées, on ne va pas en plus vous payer ou je sais pas quoi, ou vous préparer une retraite. Donc moi, je suis militant pour une rémunération inconditionnelle, mais par contre, ça doit passer par une transformation du statut de travailleur et de travailleuse. Le fameux salaire à vie de Bernard Friot. Le salaire est attaché à la personne et lié à des droits économiques. C'est-à-dire, j'ai parlé de la citoyenneté, de la même façon que
bon, c'est un peu factice en ce moment, mais on exerce des droits de citoyenneté, on a le droit de voter, on a le droit de se présenter, etc. Oui, c'est un peu factice en ce moment. Eh bien, il faut qu'on fasse la même chose dans l'économie. Et on a eu des préfigurations de ces choses-là. J'ai parlé du régime général de sécurité sociale tout à l'heure, par exemple, administré en grande majorité par les représentants des salariés. Voilà, donc je pense qu'il faut aller de ce côté-là. Je comprends et je partage l'aspiration à une rémunération inconditionnelle, une rémunération comme droit. Après, il faut voir qui émet la proposition et avec quelle perspective politique. Alors, il faut vraiment une perspective de transformation sociale et de maîtrise collective du travail. Sans ça, c'est, comme dit Bernard Friot, la roue de secours du capitalisme, le revenu de base. Il vient d'ailleurs, Bernard Friot, de sortir un tout nouvel ouvrage que je vous conseille là aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est intéressant, justement, dans notre table ronde, on a des artistes, mais qui ont un double profil. On le disait pour Julien, compositeur et professeur de guitare, et puis Delphine, altiste et chercheuse. Cette double activité, Delphine, est-ce que pour toi, c'était simplement une volonté intellectuelle, ou bien il y avait aussi cette question un petit peu de précarité sous-jacente, en étant uniquement musicienne, en étant uniquement artiste? Non, alors c'est très personnel ce que tu me demandes. La fin. Non, alors, mais c'est là où je suis désolée, moi je me sens un peu honteuse parce que j'ai l'impression de faire figure, pour le coup, alors peut-être justement ça va dans le sens de la discussion, j'ai l'impression que les intermittents, enfin les interprètes tels que moi, on est presque des enfants gâtés. Alors quand je vois, voilà, je parle de nos petits tracas, mais comme tu l'évoquais, la question, alors voilà, nous en effet on se projette quand même dans une fin de carrière, c'est peut-être le côté manutentionnaire justement qui veut ça, parce qu'il y a la crainte quand même des dommages physiques. Je vois beaucoup de gens qui ont peur. Là encore, c'est peut-être mon côté, j'avance vers la quinquagénitude. Donc, je vois beaucoup de gens qui commencent à s'interroger sur les problèmes auditifs, sur les dystonies de fonction, les choses comme ça. Et bon, voilà, il y a peut-être un côté plus physique qui fait que comme tu l'as souligné très justement, nous, on est, comme je l'ai dit au départ, on est des manutentionnaires, on n'est pas des intellectuels. Et du coup, on se projette dans quelque chose peut-être de plus trivial, je ne sais pas. Je l'imagine comme ça, pour reprendre les mots que tu disais. C'est-à-dire qu'on veut être artisan parce qu'on a un peu peur du mot artiste. En tout cas, c'est presque, mais on se replie derrière ça. Ouais. Il y a un côté, c'est marrant parce que ça fait peur le mot artiste. Artiste, ça fait peur, et c'est marrant parce que chez moi, je l'ai trimballé du coup. Je me suis dit, oh, je vais bien le sortir à un moment. Il y a un sac incroyable à ma gauche. J'adore. Attends, non, pas ma batterie de vélo. Voilà. En fait, j'ai un ami au CNSM là qui m'a prêté ce bouquin, et c'est pas mal pour avoir toujours. Moi, j'aime bien regarder ce qui se faisait avant, toujours de se dire bon, parce que là, on est voilà, on est avec nos problèmes, nos questionnements, se projeter très fort sur ce qu'on va pouvoir inventer. Mais toujours, pour faire ça, j'aime bien toujours faire un petit pas en arrière. Et alors, je suis tombée sur ce bouquin de François Dupin. François Dupin, ça s'appelle L'Orchestre Nu. François Dupin, il était timbalier à l'Orchestre de Paris. Il était né en 1931. C'était la 8e génération de musiciens. Alors lui, pour le coup, il a vu passer des gens. Et c'est intéressant parce que donc on voit son point de vue d'un musicien. Ce bouquin, il date de 1983. Et ça m'a vraiment interpellée de lire quelqu'un qui écrit en 1983, quand il parle. Moi, j'aime bien aussi toujours redéfinir les choses. Donc, un artiste, alors lui, il définit, pour parler des musiciens, des interprètes, il dit une espèce inclassable, il est vrai, ni cadre ni employé, rémunérés comme de hauts fonctionnaires. C'est marrant de voir ça en 83. Je crois que plus personne, même les gens les mieux lotis à l'Orchestre de Paris, n'oserait plus dire ça. Rémunérés comme de hauts fonctionnaires et salariés comme les ouvriers d'usine, avec un règlement similaire et un chef du personnel, ni poète, ni métallo, et les deux à la fois, ni cultivé, ni inculte. Bon, patati. Et après, il dit « Ni énarque, ni polytechnicien, leur train de vie en donne pourtant les signes extérieurs. Belle voiture, logement confortable, restaurant raffiné et la satisfaction de caprices coûteux. » C'est génial de lire ça quand même. Ça 83. Et maintenant, franchement, j'ai des copains à l'Orchestre de Paris, ça va, tout va bien. Vraiment, je me sentirais aussi, jamais ils oseraient là venir pleurnicher en disant mais jamais ils oseraient non plus écrire ça. Enfin, et d'ailleurs, ce ne serait pas le cas. Parce que voilà, la vie a bougé. C'est dur maintenant de se loger à Paris. Je pense encore une fois encore. Moi, je pense à la retraite, mais je vois aussi les étudiants là au CNSM et je me dis, mais comment ils vont faire? Enfin, bon, bref. Donc, tu me demandais, pour revenir à ta question, si moi j'avais cette double casquette. Non, j'ai la chance. Après, on ne va pas revenir sur mon parcours personnel. Moi, c'était plus, je dis toujours, c'était la boutade quand j'avais soutenu ma thèse. C'était ou une psychothérapie ou reprendre des études. La sociologie à l'EHESS, ça coûtait moins cher que la psychothérapie, mais il fallait absolument que je comprenne mon métier. Et maintenant, tu fais la psychothérapie ou pas? Oh oui. Non. Oui, voilà. Parce que
parce que maintenant je peux. Non, j'ai arrêté, j'ai plus les moyens de la payer justement cette fois précarisation. Non, je plaisante, pardon, mais en tout cas, c'est vrai que je dois admettre que j'ai eu la chance de pouvoir faire, de développer toutes ces choses. Voilà, enseigner, je peux enseigner à Sciences Po, mais j'enseigne au 5e, je joue, mais j'écris. Mais au départ, pour bien des gens qui étaient autour de moi, qui étaient musiciens-interprètes, ça les paniquait complètement. Ils disaient, mais tu te disperses. Ils se disaient, mais elle va droit au casse-pipe. Et en fait, je me dis peut-être que c'est... En tout cas, moi, quand je considère maintenant mes étudiants musiciens, je ne peux que me dire, mais c'est ça qu'il faut leur dire. Enfin, la solution, en tout cas, elle va être là. Et je crois pour bien des gens. Enfin, on le voit dans tous les autres, dans bien d'autres corps de métier. Peut-être encore, si vous êtes médecin ou avocat, vous y allez à fond dans un domaine. Mais nous, dans ce qu'on va faire, je me tourne vers les créateurs. Je ne sais pas aussi non plus toutes les casquettes qu'il va falloir endosser pour... et à la rigueur, pourquoi pas? Je ne sais pas, là, c'est une Ou alors un question changement de paradigme. Voilà. Ou un changement de Ou alors- paradigme, tout à voilà. fait. Ou un Tout à changement de fait. paradigme. Mais voilà, moi en Qui tout cas, politiquement n'a pas l'air d'aller complètement dans ce sens-là actuellement, et mais quels effectivement. outils on donne pour pouvoir faire ça. C'est surtout Mm. ça aussi, parce que c'est bien mignon. Aussi, on parlait tout à l'heure des GAFA, machin, toujours, moi je supporte plus de voir les pubs Nike, les machins comme ça. Oui, soyez vous, soyez un gna révélez-vous. Ils sont bien mignons, mais donnez-nous les outils. Enfin, c'est aussi... alors, il y en a, faut pas, je veux pas être manichéenne, mais il y a les outils, mais comment? Alors, apprendre à s'emparer de ça, peut-être ce sont les futures générations qui vont y arriver. Parfois, quand je vois mes étudiants à Sciences Po, je les trouve tellement bien foutus là-dedans, ils y arrivent tellement bien. La question de l'intelligence artificielle, eux, ça n'a pas l'air... Il y en a, enfin, je me dis, bon, peut-être qu'en effet, s'emparer de ça, je ne sais pas. Là, je suis juste là pour me poser toutes ces questions en votre compagnie et avoir des gens qui... je serais ravie si vous avez des réponses. En tout cas, vous l'avez eu de. Maintenant, on voit notamment certains groupes de presse qui commencent à utiliser un chat GPT pour l'écriture d'articles, notamment voilà, dans la presse régionale. Alors, on parle revenus, statut des artistes, évolution de carrière. Et puis, il y a une problématique qu'on n'a pas abordée pour l'instant, mais qui peut être aussi vraiment intéressante, c'est celle du temps de travail. Parce qu'aujourd'hui, on voit, c'est une demande de plus en plus forte. Je pense notamment pour celles et ceux qui ont des équipes administratives dans vos compagnies, dans vos ensembles, des volontés des employés de passer à la semaine de 4 jours, aux 32 heures, à ce type de choses qui sont des revendications de plus en plus importantes et sans doute évidemment en très grande partie légitimes. Mais qu'est-ce qu'il en est justement pour les artistes? Comment on voit cette problématique du temps de travail? Comment elle peut être déclinée face à cette aspiration sociétale très forte? Alors, pour la question du temps de travail, l'activité de compositeur de musique contemporaine, ça travaille vraiment sur le temps long, et enfin en tout cas sur des durées qui sont plus longues que la plupart des autres activités d'artiste-auteur. En gros, pour une pièce, en tout cas pour la plupart des autres compositeurs, une pièce qu'on nous commande, ça va prendre au minimum 3 mois. Il y a des exceptions, hein, on peut parfois tomber en dessous, et puis ça dépend de la durée de la pièce qui est commandée. Et donc, en gros, on va difficilement pouvoir faire plus de 3 commandes par an. C'est aussi des pièces qui demandent beaucoup plus de temps de répétition que la musique classique ou traditionnelle, parce qu'elle va souvent impliquer des techniques de jeu qui sont nouvelles, on va dire. Et donc, pour les musiciens qui ont été formés au conservatoire, ça leur demande un peu plus de temps pour rentrer là-dedans. Il y a aussi le fait que c'est des musiques nouvelles, donc ils vont demander une autre forme d'interprétation. Il y a beaucoup de choses qui sont induites dans l'interprétation classique qu'on a appris au conservatoire, et sur des langages nouveaux, eh ben, ça va nécessiter plus de temps. Donc, on aurait besoin de plus de temps de répétition. Et évidemment, on ne l'a pas, hein. Voilà, donc il y a toutes ces questions du temps. Il y a aussi la question du travail annexe, puisque comme je le disais, 72% de nos membres ont un travail annexe, et ils consacrent plus de la moitié de leur temps professionnel effectif à la composition. Et ça représente que pour un petit tiers d'entre eux, plus de la moitié de leurs revenus. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a toute une part de leur travail qui est un travail non rémunéré, en tout cas sur les heures globales de travail, et qui est financé par leur travail annexe. Sur ces questions du temps de travail, si... En
fait, je crois qu'il y a une réflexion collective à mener, en tout cas sur la visibilisation de ce temps de travail. Parce que souvent, on nous dit au ministère de la Culture, en fait, on n'estime pas le temps. Enfin, nous, dans le domaine du livre, c'est oui, mais il a fallu 15 ans à machin pour faire telle pièce, et puis l'autre, il l'a écrit en une nuit. Bon, très bien. Mais en réalité, on est quand même capable d'estimer à peu près le temps qu'il nous faut pour faire des recherches, pour écrire, pour corriger, pour faire les allers-retours avec l'éditeur. Donc il faut accepter tout simplement que oui, c'est quantifiable tout ça. Et la preuve, c'est que la majorité des contrats d'édition prévoient une date de remise du manuscrit. Donc c'est qu'a priori, on est d'accord pour dire que celui-ci va être, je sais pas, remettre le 21 janvier 2025. Donc c'est possible. Et à partir de ce moment-là, il y a toute la réflexion qu'on doit mener sur la valorisation de ce temps de travail, de recherche consacré à la recherche, à l'écriture, aux rencontres avec le public, et tout ça, c'est complètement invisibilisé. Donc finalement, là où les salariés sont effectivement un peu en avance sur la réflexion autour de l'aménagement du temps, moi j'ai l'impression que c'est des questions qu'on aura peut-être l'occasion de poser pour les artistes-auteurs en 2048. Alors j'espère qu'il y aura à ce moment-là encore des organisations syndicales qui porteront ces combats-là, parce que voilà, on n'y est pas encore. Comme tu disais, hein, Delphine, il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, il y a, on le voit, cette problématique d'un temps de travail, de décroître au niveau du temps de travail, et en même temps, tu le disais, dans les productions, par exemple, pour des raisons économiques, le temps de répétition est plus court, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. Quand il y a quand il y a moins de répétitions pour une production, j'imagine que ça nécessite davantage de travail personnel qui ne sont pas forcément valorisés, même en termes de cachet, et ainsi de suite. Ah oui, non, oui, ça c'est certain. Après, alors moi, attention, c'est vrai que moi, je suis pas. Je vois, si je faisais de la musique contemporaine, par exemple, en effet, je me trouverais bien embêtée. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir bricoler un petit peu parce que j'ai un répertoire dans lequel je peux piocher, et je joue avec des ensembles spécialisés. D'ailleurs, c'est peut-être un peu terrible à dire, mais on tourne toujours, tu connais aussi cette question, Antoine, hein, on tourne sur un répertoire assez restreint. La 6e et la 8e de Beethoven dont j'ai parlé tout à l'heure, bon, moi, ça ne me dérange pas d'avoir qu'une journée de répétition. En tout cas, moi, à titre personnel, comme ça, je ne me sentirais pas honteuse. Là où ça me dérange, c'est du point de vue artistique, évidemment. C'est sûr qu'on va pouvoir moins. Je ne vois pas trop, je comprends pas très bien le propos, finalement. Je ne vois pas ce qu'on peut construire en 6 heures. Mais pour la musique contemporaine, enfin, j'adhère totalement au fait qu'il faut questionner tout ça, effectivement. Je sais pas, il faut que je continue. Effectivement, mais en tout cas, une différence selon les esthétiques qui peuvent être effectivement, et notamment, je pense en musique contemporaine, autant de création que peut avoir un interprète avec un compositeur ou une compositrice, et qui est très peu valorisé. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas, il n'y a pas de cachet, il n'y a rien, c'est juste un temps. Mais comme les deux sont embarqués dans une aventure commune et veulent évidemment que ça fonctionne le mieux, le compositeur comme le musicien, donc évidemment, tout le monde va continuer ce travail-là, même si à la fin, le cachet peut être relativement faible, ou le montant de la commande. Alors, vous dire que c'est évidemment aussi intéressant d'avoir cette table ronde à ce moment-là, où on voit cette diversité évidemment de profils artistiques et toutes les questions qui en découlent. Parce que vous l'avez vu, hein, la réforme de l'assurance chômage, elle a été enterrée juste avant au moment avec la dissolution, mais elle reprend. Alors, de manière entre guillemets plus apaisée, du moins c'est ce que veut faire entendre l'exécutif avec les partenaires sociaux, mais en tout cas elle reprend actuellement. Et donc évidemment l'assurance chômage qui est évidemment d'où découle énormément de choses. Et puis dire aussi que évidemment la prochaine renégociation pour l'intermittence du spectacle, elle interviendra dans un contexte quand même très particulier. Ce sera en 2027 et ce sera juste après l'élection présidentielle, la prochaine élection présidentielle. Donc évidemment, quand on interroge un petit peu évidemment tous ceux qui sont au plus près de cette question de l'intermittence du spectacle, vous imaginez bien les inquiétudes qui peuvent peser, surtout quand évidemment, je vous dis, ce qui aujourd'hui sort dans des médias qui peuvent être proches de certaines couleurs politiques. Et alors moi, j'ai déjà évidemment posé beaucoup de questions à mes invités, et vous êtes là, et l'idée c'est évidemment d'être inclusif et de vous faire participer. Donc, n'hésitez pas à poser maintenant vos questions à tous nos invités. Je ne sais pas si, mon cher Louis, on fait passer un micro, ou bien si simplement les gens lèvent la main et testent la projection de leur voix. Ah bah voilà, et voilà, tout de suite.
Ouais, il y a juste un aspect aussi où où on peut en discuter collectivement, parce que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup en ce moment. On a parlé, alors la question du rapport au temps, pour moi, est primordiale. Le rapport au temps, et comme notre rapport au temps, même à l'échelle de la société, j'ai l'impression, c'est là aussi où je parlais de mes confrères, consoeurs, qui sont un peu ce rapport au temps qui est, en plus, la musique, qui est quand même quelque chose du temps long. Et alors qu'on est passé, enfin, j'ai pas envie encore une fois de faire des lapalissades, je veux pas faire de raccourcis, hein, mais bon, quand même, une sorte de temps qui a l'air de se rétrécir un petit peu. Et donc, comment nous, on va se positionner par rapport à ça, et notre rapport aussi aux gens qui nous écoutent, notre rapport à nos auditeurs, à nos spectateurs et spectatrices. Ça aussi, qu'est-ce qu'eux attendent encore de nous? Ça, c'est une question qui me traverse beaucoup. Et notamment, ça, c'est des questions qui me viennent quand je vois mon public déjà d'étudiants à Sciences Po, où je me suis rendu compte quand même, après toutes ces années, il fallait quand même que ça arrive, que même des jeunes gens qui sont je réalise, d'ailleurs je veux organiser une journée d'études à ce sujet alors là encore je parle juste de la musique classique, mais ça pourrait, je pense peut-être, dans la musique classique, il y a la musique contemporaine, je la mets dedans évidemment, et est-ce que c'est encore un art de la distinction? Et donc en cela, est-ce que c'est encore quelque chose dont nos élites ont envie de s'emparer? Et voilà, ça c'est aussi des choses qui me traversent beaucoup et que, à mon avis, il faut questionner si on veut faire avancer le débat qu'on a aujourd'hui sur comment on pourrait présenter ça aux gens voilà, avec qui on le fait, comment on peut construire ça. Bon, pardon, je remettais un peu d'eau dans le. Et si quelqu'un a une réponse ou veut apporter de l'eau à mon moulin. Bonjour, alors j'ai pas de réponse, mais j'avais une question pavée dans la mare, provoque, parce que j'ai envie de vous entendre réagir là-dessus. Je pense pas du tout ce que je vais dire, mais j'ai envie de vous écouter réagir avec les bons mots là-dessus, parce que c'est des interrogations qui, mine de rien, sous la petite provoque, moi je les entends circuler, que ce soit parmi des autoristes, pas forcément dans le domaine de la musique, mais aussi de l'illustration, de la BD, etc. Et elle est particulièrement destinée à Aurélien Catin et à Julien Malocena, mais ça concerne aussi les autres intervenants. En vous écoutant parler du salaire attaché à la personne plutôt qu'à la tâche, sur le statut voilà, des artistes-auteurs et tout, attention, encore une fois, je ne pense pas ce que je vais dire. Étonnamment, ça m'a fait penser à un autre statut sur lequel il a été légiféré il n'y a pas longtemps et qui a déclenché beaucoup de scandales, c'est le statut des influenceuses et des productrices de contenu. Moi, j'avais envie de vous interroger pour vous entendre réagir sur cette distinction entre du contenu et une œuvre, entre justement un producteur, une productrice de contenu et on dit auteur, on ne dit pas encore producteur d'œuvre, on ne dit pas auteur de contenu, hein, on dit pardon, auteur d'œuvre et producteur de contenu, mais on ne dit pas producteur d'œuvre ou auteur de contenu, bizarrement. Mais du coup, voilà, finalement, une influenceuse monétise, et non pas salarie, sa personne, son individualité. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pour moi, ça reste une réappropriation néolibérale de certaines considérations qui ont été évoquées là et qui sont passionnantes. Mais justement, j'aimerais bien vous entendre poser des mots sur cette distinction, en fait, parce que c'est trop facile de dire du contenu, c'est un truc populo pour les réseaux sociaux, et une œuvre, c'est une œuvre. Qu'est-ce que c'est la différence pour vous entre un influenceur contenu et un artiste-auteur? Moi, je veux bien tenter une réponse parce que, comme je suis un peu la spécialiste droit d'auteur de la table ronde, c'est une question géniale et figurez-vous que je l'ai posée au directeur de l'URSSAF Limousin pour savoir comment il allait faire, qui gère les artistes, auteurs et autrices et qui demain sans doute gérera des demandes d'affiliation de la part des créateurs de contenu. Et il me disait mais ça n'a rien à voir avec de la création. Alors je dirais d'accord, mais en fait le problème c'est que c'est pas à vous, monsieur le directeur du URSSAF Limousin, de le dire, puisque concrètement, le Code de la propriété intellectuelle, il nous dit que l'œuvre est réputée créée du seul fait, dès lors qu'elle est l'incarnation de la personnalité de l'auteur. Et moi, j'ai vu des influenceuses proposer des contenus hyper originaux, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc finalement, à partir du moment, et je vais être provocatrice comme vous l'avez été, parce que je trouve que c'est ça qui est drôle, à partir du moment où finalement on présume une pseudo-originalité de, j'en sais rien, tout un tas de livres pratiques sur les morning routines ou les tartes à la crème, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas étirer la notion d'œuvre et on n'engloberait pas les contenus digitaux dont vous faites part? En tout cas, ce n'est pas le Code de la propriété intellectuelle qui va l'interdire, puisque lui, il a une vision très libérale et on protège tout indépendamment du mérite, de la destination, du genre, de la forme. Donc il resterait à peut-être demander au juge
Alors, c'est très bien parce que l'activité judiciaire en France fonctionne très très bien, elle est rapide et elle est efficace. Donc, je pense qu'on devra peut-être passer par la jurisprudence pour obtenir des décisions. Mais oui, ça va arriver, c'est évident. Je ne suis pas sûre de répondre à votre question. Oui, moi aussi, je trouve que c'est une très bonne question. Je pense qu'à chaque fois qu'on essaye de catégoriser, c'est très compliqué parce que la nature, elle ne connaît pas de véritable catégorie, en fait. Et je pense que la pire réponse qu'on pourrait faire, ça serait d'avoir une réponse qualitative, de dire, bon, il y a du côté le contenu, qui est des petites choses comme ça, et puis il y a les artistes, nous. Et je pense que donc c'est un médium qui d'ailleurs n'est pas si nouveau que ça, parce qu'on peut appeler ça des vidéastes. Et parmi les vidéastes, il y a des gens qui ont une. Alors, c'est pas. Moi, les distinctions que je ferais, ça ne serait pas au niveau qualitatif, c'est au niveau de la vocation. Parce qu'il peut y avoir des vidéos qui ont une vocation d'interroger les formes, d'interroger le développement esthétique ou qui vont développer une idée singulière. Et il y a des vidéos qui vont avoir une autre vocation. Et c'est pareil pour la musique en fait. Donc il y avait des compositeurs comme ça qui veulent écrire une musique pour la pub, pour le cinéma, et c'est important. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir en eux ce besoin d'explorer, qui est un besoin assez humain. Par exemple, hein, je donne souvent cet exemple-là. Quand j'étais il y a 10 ans en vacances en Grèce, et j'étais sur la plage, et c'est ça qui est assez incroyable en Grèce, qu'il y a tellement d'îles que quand on est sur la plage, on peut voir des îles à l'horizon, et ça nous donne envie d'aller vers ces îles-là, quoi. Et en fait, c'est un peu ça le sentiment que moi je peux avoir en tant que compositeur, c'est que j'entrevois la possibilité de faire des choses que je ne retrouve pas encore tout à fait dans le réel, et donc je ressens un besoin profond de les amener au réel, quoi. Et c'est un besoin qui est partagé par plein de gens, et qui est important que la société permette ce besoin de s'exprimer, quoi. C'est intéressant la question de l'intention artistique, et est-ce que c'est ça finalement le ciment un peu de ce métier? Probablement pas en tout cas, puisque c'est aussi, on est tout à fait auteur ou autrice, compositeur, compositrice, quand on écrit un petit truc, une petite commande un peu commerciale qui permet voilà, en plus effectivement de financer la grande création, on va dire d'une certaine manière. Mais là, ce que ça interroge, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est si on est sur l'intention artistique, celle des interprètes. Et dans ce cas-là, allons sur la question des droits voisins aux droits d'auteur. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut enfin, si tant est qu'il y a vraiment un partage de la valeur qui est possible sur le droit d'auteur dans nos esthétiques. Je ne le pense pas, on est bien d'accord. Il n'empêche qu'il faut se poser cette question-là, en fait. Hein. En quoi sont-ils propriétaires d'une forme, en tout cas, de succès, et récupèrent-ils, au moins en partie, un petit bout du gâteau? Sans doute pas, mais en tout cas, je pense qu'il va falloir vraiment aller sur ce terrain-là aussi voilà, des limites de la propriété intellectuelle et de son ouverture nécessaire vers les interprètes qui sont créateurs à plein d'égards aussi, quoi, a priori. Me semble-t-il. Pour boucler sur cette thématique, je suis scandalisé par cette remarque, bien sûr. C'est un très très vieux débat qui remonte au minimum à la création du régime social des peintres, sculpteuristes et extravereuses, puisque au moment où ça se met en place, un peu avant 64, il y a un clash entre le ministère des Affaires culturelles à ce moment-là, sous Malraux, et le ministère du Travail. Malraux dit on va faire un régime, ça va être le régime des génies. Des gens qui font, des hommes hein, principalement, qui font des grandes œuvres immortelles et qui vont faire rayonner la France. Et il faut quand même leur assurer une protection sociale. Et le ministère du Travail en face leur dit, mais vous êtes dingue, en fait, la sécurité sociale, ça ouvre des droits à des travailleurs et à des travailleuses. Donc on ne va pas aller voir si les gens ils font un bon boulot, un très bon boulot ou un boulot génial. Nous, on donne des droits à des travailleurs et des travailleuses. Heureusement, c'est le ministère du Travail qui a gagné sur cette affaire. Et donc on a une proposition de loi, hein, si vous aviez raté l'info que j'ai répété 25 fois, qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qui va être redéposée, puisqu'entre-temps, il y a monarque qui a dissous l'Assemblée nationale, donc on va la redéposer, puis on va la déposer aussi au Sénat, voilà, dans les deux chambres pour la faire avancer. Si vous voulez voir, bon, on n'a pas trop le temps de détailler comment on fait entrer des auteurs et autrices donc, qui ne sont pas salariés dans l'assurance chômage, qui est une institution du salariat. Allez voir le site continuité
revenu au pluriel.fr, continuité-le-revenu.fr. Il y a tout, il y a le texte de cette brochure qui explique la proposition de loi, il y a des vidéos de présentation, il y a des podcasts qu'on a fait avec les organisations qui soutiennent et qui développent cette proposition. Il se trouve qu'on se base sur un truc qui existe déjà, qui s'appelle le régime de sécurité sociale des artistes, auteurs, autrices, et qu'il prévoit déjà une ouverture en direction des vidéastes, blogueuses, youtubeuses. C'est déjà possible de faire reconnaître cette activité comme une forme de création, sans préjuger de est-ce que c'est du génie immortel ou pas. À la rigueur, on n'en est plus là. Ce régime-là, en population constante, quand on regarde sur des tranches de 3 ans, des gens qui déclarent chaque année, ça fait 180 000 personnes dans tous les secteurs de la création. Donc là, j'ai tendance à dire que le génie n'est plus la question de ce régime depuis longtemps, et c'est tant mieux. Okay. Oui, merci, c'est très passionnant. On s'est beaucoup attaché à réfléchir aux conditions d'exercice de la création, enfin, dans quel contexte on l'a fait, dans quelles conditions socio-économiques, quelle rémunération, quelle reconnaissance de la valeur. J'essaie de prendre la chose de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la demande. Si on regarde l'enquête qui est menée régulièrement par le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, si on en reste à la question des musiques de patrimoine et de création, entre 1997 et la dernière enquête 2018, on est passé de 9% des Français qui déclarent être allés au moins une fois, hein, pas toutes les semaines, une fois à un concert de musique classique ou de création, de 9% à 7%. Ça veut dire qu'en fait, on a un effondrement de la demande. Et on doit quand même se poser la question, et donc ça m'intéresse l'articulation avec les logiques de marché, en fait, parce qu'on met en circulation, qu'on soit capitaliste ou anticapitaliste, qu'on soit libéral ou pas libéral, peu importe. La réalité, c'est qu'on met en circulation sur un marché des biens, des créations, qui sont des produits, des productions de l'activité humaine, qui engagent du travail, un corps, etc. Et que cette circulation rencontre ou ne rencontre pas, en l'occurrence, rencontre très peu la demande. Donc j'essaye de comprendre comment vous articulez la question de la reconnaissance tout à fait nécessaire de toute cette partie invisibilisée du travail de la création, avec le fait que la plupart du temps, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, nous sommes dans des économies prototypiques, c'est-à-dire structurellement déficitaires. Et il n'y a pas d'espoir que nos projets deviennent des économies excédentaires. Moi, je dirige un petit festival dans les Hautes-Alpes où on a des salles de, en moyenne, 150 places, disons 200 places. On fait des tarifs à 10-12 euros en moyenne. Ça veut dire que recette maximale quand le concert est plein, et on est souvent plein, c'est super, 2000 euros. Je produis évidemment les spectacles la plupart du temps que j'accueille avec des commandes aux compositeurs, aux compositrices. Heureusement, on est soutenu, mais c'est des économies sous perfusion. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, la question que je voudrais poser, et j'en termine là, c'est qui paye ? Qui paye ce que vous attendez, ce que nous espérons tous comme reconnaissance de ce travail invisible ? Qui va le payer ? Et il ne faut pas replier disons, la création de valeur sur le marché. Toute la valeur économique ne se crée pas dans le marché et dans les échanges commerciaux. Le marché, c'est un allocataire des ressources et un outil de distribution des biens et services, de réponse à des besoins ou à des non-besoins d'ailleurs, ou à une création de besoins, on va dire. Mais ce n'est pas l'unique lieu de création de la valeur économique. Aujourd'hui, une grande partie de la valeur économique est créée dans le secteur non marchand. On pense à l'éducation nationale, par exemple, ou à la santé publique. Officiellement, en plus, bon là, c'est pas des communistes, hein, c'est l'INSEE. Officiellement, la production de valeur économique des fonctionnaires qui travaillent dans un cadre non marchand est ajoutée au PIB. Elle n'est pas soustraite au PIB. Bien sûr, on a tous en tête cette idée que l'impôt, la cotisation sociale ou toutes sortes de créations monétaires qui ne seraient pas indexées sur une dette, c'est de la dépense. En fait, c'est de la production. Voilà. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. Alors bien sûr, c'est un changement de paradigme. Là, on a la tête qui chauffe un peu. On se dit, ça ouvre plein de trucs. Oui, c'est vrai. On est tellement sous une espèce de verrou idéologique comme ça qui identifie la création de valeur au marché et si possible au marché qui met en valeur du profit de grands propriétaires qu'on a du mal à penser les catégories en dehors de ça. Donc moi, je vous invite quand même, et je nous invite, je me mets dans le lot parce que je suis aussi
s'inscrit dans ces logiques, je nous invite donc à repenser la notion de création de valeur économique et à bien comprendre que c'est une notion politique. Ce n'est pas une notion technique qui, on va dire, sort du marché comme d'un robinet, un truc un peu qui serait un truc voilà, oui, technique. Non, non, c'est une notion politique et la valeur, c'est plastique et ça s'étend et ça se rétracte au gré des rapports de force. Voilà. Aujourd'hui, la valeur, disons, non capitaliste du secteur non marchand, de la production des fonctionnaires, par exemple, elle est plutôt attaquée, elle est plutôt sur le recul depuis plusieurs décennies. C'est manifeste, donc quand je dis ça, moi je dis pas il suffit de dire que je connais comme militant le plafond de plomb qui pèse sur nos têtes, mais par contre on ne peut pas faire l'économie de cette révision de ce que c'est que l'économie si on veut sortir de cette logique. Je voudrais juste aussi apporter une petite pierre, c'est que nous, par exemple, à la Ligue des auteurs professionnels, beaucoup d'auteurs et autrices nous disent on est obligé de prendre plein de commandes pour pouvoir remplir le frigo. Donc finalement, eux-mêmes participent au phénomène de surproduction qu'on peut pointer par ailleurs. Je pense que c'est un autre genre de réflexion que je vous propose, c'est effectivement d'avoir peut-être un peu le sentiment, quand on se branche sur Netflix, d'avoir 50 fois le même film de Noël, et peut-être on n'en a pas besoin de 50 autres, et que c'est un peu pareil sur tout un tas de productions littéraires, artistiques. Et oui, c'est provocateur, mais en même temps, c'est essentiel. Aujourd'hui, il y a aussi, je ne sais pas, peut-être une dimension éco-responsable qu'on doit aussi prendre en considération. On a beaucoup de livres, nous, qui n'ont même pas le temps de rencontrer un public, qui finissent au pilon. Donc ça veut dire que derrière, il y a aussi la problématique de l'exploitation permanente et suivie qui, normalement, incombe à un éditeur qui, globalement, ne fait rien à partir du moment où le bouquin il est sorti depuis 3 mois. Ça, c'est un vrai souci. On a tous des piles de bouquins à côté de nos lits, et ça nous met un peu... tout le monde fait ça. Donc apparemment, vous avez tous 18 bouquins d'avance et vous n'avez pas le temps d'aller plonger dans ces bouquins. Donc c'est terrible. Donc il faut qu'il y ait une réflexion citoyenne, professionnelle sur ces problématiques de surproduction en parallèle. Alors pour la question des compositeurs et compositrices de musique contemporaine, à l'heure actuelle, personne ne paye. En fait, les compositeurs s'autofinancent en large majorité par un travail annexe. Et sur les aides publiques, d'après notre enquête, il n'y a que 10% qui ont bénéficié de la bourse du CNM et 15% qui ont eu une aide à l'écriture qu'on peut avoir que tous les 2 ans. Donc, ils ne l'auront pas l'année suivante. Et on est face, en fait, quand on est dans une logique, il y a une logique qui est la nôtre, comme j'expliquais, qui est exploratoire. Et quand on est dans cette logique, on est face à des grands propriétaires de capitaux qui ont développé ces dernières années des stratégies extrêmement sophistiquées pour retenir l'attention des gens. Et qui, quand on parle de demande, c'est un peu étrange parce qu'en réalité, on se retrouve à l'intérieur de plateformes, moi j'y suis abonné, Netflix et tout ça, ou YouTube, que je consomme encore plus, qui ont des logiques d'algorithme. Donc c'est pas tellement ma demande. J'ai des abonnements et j'essaie de m'en sortir comme ça. Mais c'est pas tellement la demande. C'est une logique qui a été étudiée, j'imagine, par des scientifiques de données qui essayent de voir qu'est-ce qui retient le plus l'attention. Et donc, l'algorithme va favoriser ce qui retient le plus l'attention. Et ce n'est certainement pas les gens qui sont dans une démarche exploratoire. Enfin, pour le moment, ce n'est pas ça. Peut-être qu'un jour, l'algorithme... Voilà. Donc, c'est pas tellement... La question de la demande, je pense, elle a beaucoup évolué ces derniers temps. Voilà. C'est pour ça aussi que d'une certaine manière, le pass culture, c'est quelque chose qui me semble assez peu judicieux. Voilà. C'est peut-être un autre sujet, mais... voilà. La ministre a annoncé une réforme, n'est-ce pas, du pass culture récemment. Une nouvelle. Oui, voilà. Moi, je voulais apporter une petite précision qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc, je suis belge et vous avez mentionné tout à l'heure le nouveau statut en Belgique. En fait, jusqu'au Covid, le statut d'artiste en Belgique, c'était quelque chose de très difficile à obtenir, mais de très facile à garder. En fait, le Covid a montré qu'une minorité avait une protection sociale. Les fonctionnaires, ça allait. Ceux qui étaient indépendants, parce que les musiciens peuvent être indépendants en Belgique, ils ont eu une protection en tant qu'indépendants, comme tous les autres indépendants. Et alors, les permanents, ils gardaient leur salaire. Par contre, tous les intermittents,
grande majorité d'entre eux s'est retrouvée dans une difficulté immense. Et donc, beaucoup ont été faire la file pour avoir des colis alimentaires, hein. Alors, avec Nicolas qui est ici, et plusieurs ensembles, on a participé avec d'autres fédérations. Donc, nous, on a une fédération d'ensemble de musique classique, mais avec d'autres fédérations, que ce soit des auteurs, que ce soit des circassiens, des fédérations d'employeurs, mais aussi des fédérations de travailleurs. On a une réflexion et on a fait, on a géré d'un côté les urgences Covid, donc faire en sorte que les gens puissent survivre au moment du Covid, mais aussi on a mené une réflexion pour avoir un vrai projet protecteur des travailleurs artistiques sur le long terme. Et donc en août 2020, on a eu un nouveau gouvernement et on a eu une première victoire parce qu'on a réussi à faire inscrire une révision du statut d'artiste dans le projet du gouvernement. Et donc, suite à ça, il y a eu un groupe de travail ministériel dans lequel on a réussi à envoyer 3 experts, un représentant d'une fédération de travailleurs, un représentant de d'employeurs, et alors un troisième représentant qui, lui, était plus dans une coupole, une société de services, etc. Mais bon, il était quand même pas très actif avec nous. Et en fait, ce qu'on a essayé de mettre en avant, nous, toutes les fédérations, on a essayé de faire en sorte que soit pris en compte le travail invisible, les répétitions non payées par exemple, le travail invisibilisé, le musicien qui fait ses gammes tous les jours, donc c'est pas la même notion, hein, invisible et invisibilisé, les rémunérations insuffisantes parce que les conditions de travail sont souvent pas suffisantes, et aussi où mettre les limites, qui est artiste, qui ne l'est pas, où est-ce qu'on met, voilà, et puis aussi les métiers à côté, les techniciens, mais aussi les chargés de prod, les chargés de diffusion, voilà, tous ces profils-là, comment est-ce qu'on peut les protéger. En gros, donc, après tout ça, il y a une nouvelle loi qui a été votée, et on a ce qu'on appelle maintenant le statut des travailleurs des arts. Donc, ce n'est pas juste les artistes, ce sont les travailleurs des arts. Et donc, là-dedans, ça inclut les interprètes, les auteurs, les techniciens, et même des profils indispensables tels que les tourneurs, par exemple. Ils peuvent être inclus dans le nouveau statut, qui se fait en 2 étapes. Premièrement, on doit obtenir une attestation qu'on est un travailleur des arts. Donc ça, c'est via la commission du travail des arts, où on introduit un dossier où on va prouver qu'on a une carrière inscrite artistiquement, avec des preuves tangibles. Ça peut être des fiches de paie, hein, en tant que musicien, on a des fiches de paie, mais ça peut être aussi des œuvres qu'on a produites, le fait, par exemple, pour un artiste peintre, d'avoir fait une exposition. Donc voilà, vraiment prendre en compte tout ça. Et à partir du moment où on a notre attestation de travailleur des arts, elle est valable pour 5 ans. Mais là, on est nulle part, en fait, parce qu'avec ça, on n'a toujours pas une protection. Donc, le deuxième volet de la réforme, c'est là, au niveau du chômage, avec cette attestation, on a droit à des règles simplifiées, à des règles plus faciles pour obtenir la protection sociale. Et donc là, on doit prouver si je me souviens bien, sur une période de 3 ans, on doit prouver un certain nombre de jours de travail en équivalent financier. En gros, en comparant des pommes et des poires, c'est un peu l'équivalent de l'accès à l'intermittence en France. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois qu'on l'a obtenu, on l'a obtenu pour 3 ans. Parce qu'il était pris en compte de certains temps longs dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, une fédération parmi nous, c'était des réalisateurs de cinéma qui, eux, expliquaient que pour eux, faire un film, c'est sur 5 ans. Donc voilà. Alors, le projet qu'on a maintenant, oui, alors en plus, par contre, pour le renouvellement, donc après les 3 ans, c'est 2 fois plus simple que le premier accès. Et l'avantage aussi, c'est que les cotisations sociales qui sont prises en compte ne sont pas seulement les cotisations sociales dans les milieux artistiques, mais c'est aussi les cotisations sociales qui se font dans n'importe quel secteur. Donc on peut, à partir du moment où on est reconnu artiste d'un côté, on peut contribuer en travaillant aussi, par exemple, dans un restaurant, dans un bar. Voilà, l'ORECA, c'est une notion belge. Hôtel, restaurant, café, je crois. Voilà. Alors, ce n'est pas parfait. Il y a encore il y a encore beaucoup de gens qui sont écartés de ce nouveau système, mais on a quand même vu autour de nous beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à avoir le statut d'artiste précédent
nouvelles règles. C'est compliqué. On a eu un changement de gouvernement aussi récemment. Enfin, on n'a toujours pas notre nouveau gouvernement. Donc, on a voté en juin, hein, avec les européennes. Il y a des chances qu'ils veulent attaquer ce nouveau statut. Mais donc là, maintenant, on est encore dans une période où on n'a pas encore assez de données pour analyser comment ça s'est passé, combien de personnes ont pu atteindre ce nouveau statut. Mais donc voilà, on est encore dans la période où on essuie les plâtres, mais il y a quand même beaucoup de choses positives. Et alors pour ceux que ça intéresse, il y a le bureau, il y a une brochure très bien faite par l'Atelier des droits sociaux. C'est une association en Belgique qui accompagne les travailleurs. Ça explique assez bien comment le projet est articulé, donc pour ceux que ça intéresse. Voilà. Sinon, je voulais réagir juste sur l'histoire des congés spectacles, les étrangers qui touchent les congés spectacles ou qui ne les touchent pas. Moi, effectivement, je fais attention. J'ai mis une note dans mon agenda, un rappel chaque année pour toucher mes congés spectacles. Bon, parce que j'ai quand même un tiers à la moitié de mes revenus qui vient de travail effectivement en France, donc voilà, c'est quand même une somme. Par contre, il y a des choses que j'arrive pas à voir, c'est les choses de formation, etc. Où je sais qu'il y a aussi moyen d'avoir la SNCF, etc. Voilà, tout ça pourrait être simplifié. Et en fait, pour revenir sur les congés spectacles, ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas automatique? C'est effectivement une très bonne question. Stéphanie? Ça, je ne connais pas la raison, mais enfin, en tout cas, globalement, il y a un phénomène de non-recours aux droits sociaux qui fait qu'on a trouvé que c'était hyper pratique de souvent les soumettre à une petite démarche, parce que comme ça, il y a plein de gens qui se fatiguent et qui ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Donc, enfin, bon, Et c'est une question du déficit d'information. Et ça, il y a quelque chose dont on a peu parlé aussi faute de temps, la question de la fiscalité, mais notamment la fiscalité sur les professions artistiques. Il y a énormément de dispositifs qui peuvent permettre d'avoir, vous le savez, des déductions de 14%, ce type de choses, bien au-delà de ce qui va normalement de soi, mais c'est l'accès à l'information. Et une fois de plus, avec parfois une faiblesse syndicale dans le secteur, qui peut faire, même si évidemment il y a des développements en la matière du côté employé, mais en tout cas, c'est ça, ce déficit d'information qui fait que voilà, tout simplement, on n'a pas l'accès voilà, à ces possibilités. Aurélien? J'étais à Bruxelles samedi où il y avait des camarades des ateliers des droits sociaux et effectivement, c'est ce qui se passe en Belgique que les Belges connaissent, enfin les Belges, les gens travaillant en Belgique en tout cas, dans les secteurs artistiques connaissent depuis pas mal de temps maintenant. C'est quelque chose de très intéressant et là on voit avec la réforme de ce qu'on appelait à l'époque le statut d'artiste, on va vers quelque chose de statutaire, notamment avec cette commission professionnelle. Nous, on n'a pas de commission professionnelle dans notre proposition de loi, mais par contre, on s'appuie sur le même outil qui est l'assurance chômage pour aller construire quelque chose de l'ordre d'une garantie du statut. Voilà, c'est hyper intéressant. Donc évidemment, il y a c'est des dispositifs qui sont absolument frères et sœurs, donc il va falloir qu'on dialogue plus que ça, je crois. Moi, ça m'a surpris, je connaissais vaguement le principe, je savais que c'était l'assurance chômage et tout, mais de voir à quel point ça a résonné pour moi qui bosse sur cette proposition de loi en France. Je crois qu'il y a vraiment des dialogues à ouvrir, d'autant qu'il y a beaucoup quand même de Françaises et de Français qui bossent, notamment en Wallonie-Bruxelles. Donc ouais, merci d'avoir signalé l'existence de ce dispositif. Et je voudrais dire, donc on le fait par l'assurance chômage. Notamment, ça ne veut pas dire qu'on ne se bat pas pour les tarifs ou les choses comme ça, mais on a donné une centralité à cette question de la garantie du salaire par l'assurance chômage, à rebours de tout ce qui se fait dans le spectre politique, de droite à gauche, de la droite jusqu'à la gauche, hein, où on va nous dire, globalement, hein, jusqu'à Roussel et Ruffin, il y a le vrai salaire, le vrai salaire de l'emploi contractuel, et puis il y a les allocs, il y a les revenus de remplacement. Ça, c'est un peu honteux. C'est pas honteux du tout, en fait. C'est des droits sociaux, ça s'appelle les droits sociaux, on peut les transformer en droits politiques en plus. C'est vachement intéressant, on peut construire des statuts là-dessus, et il ne faut pas avoir honte de ça. Il n'y a pas de faux salaire parce qu'il vient de l'impôt pour les fonctionnaires ou parce qu'il vient de la cotisation sociale pour les intermittents, par exemple. Je précise, pour terminer cette allocution militante, que on a parlé tout à l'heure d'un secteur sous perfusion. C'est vrai, on pense vachement comme ça. Nous-mêmes, on se pense comme ça. La tech, elle ne vit que par des subventions publiques et par des crédits d'impôt. Le BTP, il n'existe que grâce à l'argent public. Les cliniques privées, le médicament, l'industrie du médicament n'existe que grâce à l'assurance maladie. J'en prends en dernier, le secteur bancaire. Juste dire ça, ça fait rigoler. Voilà. Donc, il n'y a pas à avoir honte, en fait, d'avoir du salaire socialisé ou de la subvention. Tout le monde fait comme ça. C'est comme ça que marche l'économie.
Parfait. En tout cas, un grand merci à tous nos invités. Alors, je le redis, Delphine Blanc, Aurélia Catin, Stéphanie Lecam, Julien Malocena. Alors, n'hésitez pas à vous procurer les ouvrages de nos invités pour évidemment continuer tout ce débat. Vous incitez aussi à lire Alternative économique, pas seulement parce que j'y collabore, mais parce que c'est un journal qui traite d'économie, qui traite aussi de culture et qui est une scope, c'est-à-dire que c'est un journal qui appartient à ces journalistes. Et par les temps qui courent, c'est assez rare. Merci à lui d'avoir organisé avec toute l'équipe de la FEVIS ce débat, je pense, sur un enjeu plus que jamais crucial. Lui.